Okay. Um, let's start with Commençons par l'Ukraine, qui a arrêté le transit du gaz russe vers l'Ubermer. Je pense que c'est un événement assez important car c'est un accord qui était en place depuis 50 ans. C'est un accord à long terme que l'Ukraine a maintenant terminé. La dernière fois que nous en avons parlé, ils menaçaient de le terminer, mais maintenant ils l'ont fait. Alors, quel est votre avis? Je veux dire, il y a beaucoup de répercussions, nous en parlerons. Mais quelle est votre impression? What's your first impression and take on this? First of all, it's a huge thing. I mean, the pipeline. Eh bien, tout d'abord, c'est une chose énorme. Je veux dire, le réseau de pipeline dont nous parlons, celui à travers l'Ukraine, a été construit par l'Union soviétique. L'Union soviétique a d'abord travaillé à établir ce commerce de gaz avec l'Europe à travers ce qui est maintenant l'Ukraine, à la fin des années 1960. Cela remonte à cette époque. Et le gaz a commencé à couler en quantité importante à la fin des années 1970. Il s'est ensuite développé de manière extensive dans les années 80. Il a continué de manière constante depuis. Et bien sûr, il a continué après que l'Ukraine soit devenue indépendante. Et maintenant, il a été arrêté. Maintenant, pourquoi a-t-il été arrêté, étant donné qu'il y a déjà une pénurie de gaz en Europe? Les prix augmentent. J'ai été informé d'ailleurs que mon propre... Eh bien, il s'avère que oui, les Ukrainiens, qui reçoivent une somme importante d'argent de ce transit de gaz et qui puisent également dans ce gaz russe pour leurs propres usages, semblent avoir été incités à le faire par nos amis habituels, les Européens, et l'administration Biden. Ils s'accrochent toujours à cette théorie selon laquelle s'ils peuvent renforcer les sanctions ici ou là, ils peuvent. Il y a en ce moment un nouvel effort pour renforcer les sanctions contre la Russie. C'est censé être le prochain tour de vis. Cela va enfin briser l'économie russe. Si vous pouviez faire cela, alors faites-le. Faire en sorte que les Ukrainiens arrêtent le gaz. Cela signifie également que la perspective d'une relation économique renouvelée entre la Russie et l'Europe est devenue encore plus difficile qu'elle ne l'était. Vous pouvez donc comprendre la logique de cela. Ce n'est pas quelque chose que je pense que les Ukrainiens auraient fait d'eux-mêmes. Ils ont clairement été incités à le faire par l'Union européenne et par les États-Unis. Et si vous écoutez ce que l'Union européenne a dit, ils en ont parlé sans cesse. Ils ont dit que c'était une très bonne chose, que nous sommes parfaitement capables de gérer cela. Cela n'aura aucun problème sur l'économie domestique européenne, ce que, soit dit en passant, je ne prends pas au sérieux. Oui, et von der Leyen a effectivement dit ouvertement et sans sourciller que le GNL des États-Unis est moins cher que le gaz de pipeline russe. Donc elle a essentiellement menti carrément, n'est-ce pas? Oui, absolument. Sinon, si c'était vrai, nous n'aurions pas de crise énergétique en Europe. Nous ne parlerions pas du manque de compétitivité de l'industrie allemande maintenant qu'ils doivent utiliser le GNL américain au lieu du gaz de pipeline russe. Je veux dire, elle ment carrément. C'est incroyable qu'elle soit autorisée à le faire et à s'en tirer. Je veux dire, si c'était vrai, il n'aurait pas besoin de couper le gazoduc. Il suffit de laisser le marché décider. Le marché optera pour l'option la moins chère, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Très bon point d'ailleurs. Je n'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait juste. Oui. Et puis j'ai quelques abonnés allemands, chinois, allemands. Ils me disaient qu'ils appellent von der Leyen Wendelein depuis un moment. Ils l'appellent Wendelein. D'accord. Mais il y a quelque chose que j'écoutais dans certaines analyses, vous savez, en lisant dans les médias chinois. Un grand gagnant, bien sûr, c'est les États-Unis. Vous savez, les États-Unis continuent de vendre du GNL à un prix très élevé. Mais aussi, la Turquie semble être un grand gagnant ici,
parce que maintenant, la Turquie a un pipeline qui est le seul pipeline pouvant transférer du gaz de la Russie vers l'Europe. Jusqu'à présent, d'après ce que je comprends, la Turquie a utilisé la plupart de ce gaz de ce pipeline pour elle-même. Mais maintenant, il semble qu'il négocie avec la Russie non seulement pour le transit, mais aussi pour la revente de gaz russe, ce qui apparemment leur rapporte plus d'argent. Et la Turquie a de gaz d'argent. Est-il vrai que la Turquie est aussi de garantie dans cette affaire? Is that true that Turkey is also the winner in this deal? Absolutely, for the moment. I mean, Absolument, pour le moment. Je veux dire, à moins, bien sûr, que les sanctions ne soient étendues pour couvrir la Turquie ou qu'il y ait une attaque sur les pipelines, comme nous l'avons vu avec Nord Stream. Il y a apparemment déjà eu des tentatives de perturber ou d'endommager ces pipelines. Cela n'a pas encore réussi. Mais en supposant que cela n'arrive pas, oui, c'est exactement ce que nous allons voir. Il continuera d'y avoir du gaz russe fourni à l'Europe. Une plus grande partie passera par Turkstream et Bluestream, qui est un autre pipeline existant dans cette région. Ces flux de gaz augmenteront considérablement, mais cela se fera par l'intermédiaire d'un intermédiaire turc. Donc le prix de ce gaz sera plus élevé qu'il ne l'aurait été s'il avait simplement été fourni directement par la Russie. Cela nuit à Gazprom. D'après ce que je comprends, Gazprom a commencé à perdre de l'argent l'année dernière et cela va certainement nuire à Gazprom aussi. Alors, d'accord, comment la Russie peut-elle contrer cela? Je suppose qu'en travaillant avec la Chine et l'Inde, est-ce que c'est ce que la Russie va intensifier? Oh, absolument. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Je veux dire, Gazprom va perdre de l'argent. C'est environ 5 milliards de dollars par an, apparemment. Cela semble beaucoup, et c'est beaucoup. Mais rappelez-vous, Gazprom est la société d'exportation de gaz monopolistique appartenant à l'État russe. Ce n'est pas la seule entreprise qui produit du gaz en Russie. Il y a d'autres entreprises privées qui produisent du gaz en Russie. Mais c'est de loin le plus grand producteur de gaz en Russie. Et c'est le monopole exportateur de gaz. Donc, elle peut absorber ses pertes parce que le gouvernement russe absorbera ses pertes pour elle. Mais ces perspectives à long terme passent par les approvisionnements en gaz, avant tout vers la Chine. En fait, au cours des derniers jours, nous avons entendu qu'il y a enfin eu un accord sur le tracé de Power of Siberia 2, qui est l'autre grand pipeline vers la Chine. Il va passer par le Kazakhstan plutôt que par la Mongolie. Apparemment, c'est la Chine qui s'est opposée à la route mongole parce qu'elle estime que la Mongolie n'est pas fiable. Elle a montré des occasions d'être trop penchée vers les États-Unis. Ils ont préféré le Kazakhstan et les Russes ont avancé avec cela. Donc, il va être construit et il va être construit depuis le Kazakhstan. La Chine va devenir le plus grand importateur de gaz naturel de la Russie. Finalement, l'Inde deviendra également un grand importateur de gaz naturel russe. Mais cela prendra au moins une décennie pour se réaliser, tandis que la Chine deviendra un importateur majeur beaucoup plus rapidement. Une autre chose que Gazprom va faire est d'augmenter ses propres exportations de GNL. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Et puis, ces genres de choses sont toujours connectées entre elles, n'est-ce pas? Donc, une chose que la Turquie fait maintenant, c'est qu'elle a investi 1,4 milliard ou une somme énorme d'argent dans la zone proche de la Syrie où les Kurdes occupaient le champ pétrolifère. D'après ce que je comprends, cette zone, comparée à la zone syrienne occupée par les Kurdes, est pauvre en Turquie. Donc maintenant, la Turquie, Erdogan veut investir de l'argent dans cette zone pour que les gens, vous savez, ne se déplacent pas trop vers cette partie. Par conséquent, cela a une influence géopolitique sur la situation à l'intérieur de la Syrie également, n'est-ce pas? Donc, même si c'est un conflit Ukraine-Russie, maintenant cela affecte la Turquie et à son tour cela affecte la Syrie. Absolument.
Je veux dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout est connecté et vous pouvez le voir se dérouler également. D'ailleurs, pour revenir à Gazprom, l'autre chose que Gazprom va faire est d'augmenter les approvisionnements de gaz en ligne sur le marché intérieur russe. Il y a maintenant un grand programme pour étendre le réseau de gaz domestique russe et bien sûr, cela fournira à Gazprom une source de revenus supplémentaires. Mais non, pour revenir à la Turquie, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez voir la Turquie devenir le principal hub d'approvisionnement en gazoduc vers l'Europe. Of supplies of pipeline gas to Europe. It's going to try to develop. Il va essayer de développer les champs de l'Est en Syrie, les champs pétroliers là-bas, et éventuellement en prendre le contrôle. Il va essayer d'utiliser l'influence qu'il obtient de tout cela pour stabiliser sa propre situation intérieure avec les Kurdes et développer ses échanges. Vous savez, les régions pauvres en Turquie vont essayer d'attirer des investissements chinois et russes pour y parvenir. Car la Turquie a de sérieux problèmes budgétaires et est actuellement en pleine récession. Je dis juste. Donc c'est ce que la Turquie va essayer de faire. Mais la grande histoire avec le gaz, c'est que plus de gaz va couler vers l'Est et il va couler vers la Chine. Et bien sûr, la Chine et la Russie seront encore plus fermement rapprochées. En parlant des Russes, c'est, je pense, quelque chose dont les gens en Chine devraient être conscients. Les Russes ont maintenant pris une décision stratégique à ce sujet. Ils vendaient du gaz à l'Europe à un prix plus élevé que celui auquel les Chinois l'achèteront. Cela a toujours été dit pour inciter les Russes à privilégier les exportations de gaz vers l'Europe plutôt que vers la Chine, car l'Europe était le marché le plus lucratif. Les Russes en ont absolument assez d'essayer d'exporter du gaz vers l'Europe. C'est un problème de longue date. Je veux dire, ils sont de plus en plus exaspérés depuis très très longtemps. Dès 2015, ce n'est pas très connu, mais Angela Merkel a dû passer beaucoup de temps à persuader les Russes d'accepter de construire Nord Stream 2. Nord Stream 2 était une initiative allemande, pas russe. Les Russes étaient très sceptiques à ce sujet, parce qu'ils craignaient de faire face à tout un catalogue de problèmes, et il s'est avéré qu'ils en ont rencontré plus qu'ils ne l'avaient prévu. Donc, comme je le dis souvent, la confiance est une partie essentielle d'une relation commerciale. Si votre client est prêt à vous payer un prix légèrement plus élevé, mais va vous causer des ennuis sans fin, des campagnes médiatiques, des procès, toutes sortes de menaces, tout ce genre de choses. Ensuite, vous allez voir l'autre client qui vous offrira un prix toujours très bon, peut-être un peu moins, mais avec qui vous pourrez établir une relation normale, à long terme et amicale. Et c'est exactement ce qui va se passer. L'Europe a perdu son gaz. Je lisais un article dans le Financial Times où il parlait du fait que, lorsque la guerre sera terminée, les Russes recommenceront à fournir du gaz par les pipelines ukrainiens. Je pense que c'est une chimère. Je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les Européens peuvent croire que les Russes reviendront éventuellement, mais je ne pense pas qu'ils le feront jamais. Les Européens considèrent essentiellement le gaz russe comme acquis, comme si nous pouvions l'obtenir quand nous le voulons, et quand nous n'en avons pas besoin, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas à le faire. Correct. Absolument. Absolument correct. Ils ne comprennent jamais que l'autre côté a un point de vue et a aussi des sentiments. Les Russes en ont tellement marre maintenant de toute cette histoire de gaz européen. Ils y ont tellement investi. Ils ont passé tellement de temps à le développer, comme je l'ai dit, une histoire qui remonte aux années 1960. Et toute cette relation a été renversée en quelques semaines seulement. Et vous savez, cette dernière coupure est juste le dernier acte de cette histoire. Alors les Russes disent que ça suffit.
Si vous lisez les mots de Poutine, il y a quelques jours, lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, il a dit, vous savez, ils ont fait leur lit. Ils peuvent s'y coucher. S'ils veulent se passer de notre gaz, c'est leur choix. Ils ne l'auront plus. Il a effectivement dit qu'il était temps de mettre fin à cela, et les Russes le feront. Je pense que les Européens ne comprennent pas vraiment que la Russie est un pays avec beaucoup de ressources naturelles et pas beaucoup de gens, n'est-ce pas? 100 millions ou quelque chose comme ça. La Russie peut à peu près s'auto-approvisionner en presque tout. Essentiellement, en principe, la Russie pourrait être un pays qui ne fait affaire avec personne, mais qui survit quand même, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. C'est tout à fait correct. Elle peut commercer entièrement selon ses propres conditions, si elle souhaite commercer du tout. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Ils sont autosuffisants en nourriture, matières premières, énergie, toutes ces choses. Ils veulent commercer, mais ils veulent commercer comme tout homme d'affaires normal veut commercer, avec un client fiable à long terme. Ils ont découvert, parce que j'ai parlé aux Russes à ce sujet, que les négociations avec les hommes d'affaires chinois sont exceptionnellement difficiles. Les Chinois négocient très très durement. Ils discuteront de chaque point. Mais une fois l'accord conclu, c'est fait. Et c'est tout. C'est de loin préférable à toute situation où vous pensez avoir conclu un accord et vous découvrez que l'autre partie revient dessus et veut changer les termes tous les 2 mois. Je veux dire, c'est impossible. Oui, c'est aussi ce que je trouve. Récemment, je veux dire, incroyablement, j'ai eu une dispute avec ChatGPT, croyez-le ou non. La raison est que je vérifiais quelque chose lié aux puces. Alors j'ai posé des questions à ce sujet. La réponse était, vous savez, Taïwan ceci et cela et la Chine ceci et cela. Alors j'ai juste mis là-dedans au hasard, j'ai dit, eh bien, Taïwan fait partie de la Chine. Et bien sûr, basé sur tous les récits officiels des États-Unis, il m'a donné toutes sortes de réponses me disant d'une manière ou d'une autre que c'est pas le cas. Mais j'ai dit, eh bien, le président Carter l'a annoncé au monde entier disant que Taïwan fait partie de la Chine. Et puis il est revenu en me disant, oui, mais vous savez, blabla. C'est très typique du gouvernement américain. Vous savez, pour savoir si Taïwan fait partie de la Chine, il n'y a pas de juste milieu. C'est ou ce n'est pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de juste milieu, mais d'une manière ou d'une autre, ils peuvent le tourner de manière à dire oui, mais je trouve cela absolument incroyable. Absolument. Oui, absolument. Il est en fait préférable de négocier avec la Chine en disant non, 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 nous ne pouvons pas céder sur ce point. Vous savez, nous devons continuer à soutenir une République de Chine indépendante ou quelque chose du genre. Pas comme lorsque vous avez déjà promis et que vous revenez ensuite en disant non, non, c'est pas ce que nous voulions dire. Oui, exactement. 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 J'ai entendu des Russes, je veux dire un ami à moi, un ami russe, était en fait le directeur de VTB, qui est une banque russe à Shanghai. Et donc, il a une expérience directe de travail avec des entreprises chinoises et des banques chinoises. Et il parle chinois d'ailleurs, juste pour dire. Comme je l'ai dit, il était une personne qui m'a décrit cela, et d'autres l'ont fait aussi, qu'il n'est pas facile de parvenir à des accords avec les Chinois. Vous devez être incroyablement bien préparé et extrêmement bien informé, ce qui, soit dit en passant, est généralement le cas des Russes. Je veux dire, ils ont aussi ce genre de style. Donc c'est souvent une collision de volonté très très forte. Mais le point est que si c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière pour dire « discutons-en à nouveau, augmentons le prix ici, baissons le prix là ». Il n'y a pas de réclamation légale, pas de poursuite anti-monopole, pas de campagne médiatique, il n'y a rien de tout cela. Vous avancez simplement à partir de ce moment-là
et vous faites des affaires. Et c'est tellement plus facile. Cela rend la vie tellement moins compliquée. Et les Russes ont vu à quel point le marché européen est compliqué et difficile. Et ils ne vont tout simplement pas revenir en arrière. L'autre chose que j'ai lue, c'est que des pays comme les Pays-Bas et même la Grèce et l'Italie, possiblement avec la Pologne, revendent en fait déjà le GNL américain ou envisagent de le faire parce qu'ils sont là où le GNL est débarqué, n'est-ce pas? Ils les reçoivent à bord et peuvent ensuite, à travers leur territoire, pénétrer dans l'Union européenne. Ainsi, des pays comme la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie et même l'Autriche pourraient avoir besoin de payer un droit de transit ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si ça se passe ou s'ils prévoient de le faire, mais néanmoins, il y a aussi des moyens pour ces pays qui reçoivent le GNL américain de penser à en tirer profit, ou peut-être de le faire. Maintenant, si c'était vrai, quel est l'intérêt de l'Union européenne? Tu as tout à fait raison à ce sujet d'ailleurs. Quand j'étais en Hongrie, il y a quelques semaines, nous avons effectivement parlé au ministre hongrois de l'énergie et il a décrit toute cette situation. Il a dit, écoutez, s'il y a un pipeline et que le gaz me parvient par ce pipeline, il me vient directement du producteur. Vous payez des frais de transit aux Ukrainiens, mais ce sont les Russes qui paient ces frais de transit, et cela est pris en compte dans le prix. Je peux négocier un contrat avec Gazprom et le gaz arrive de manière fiable. Si je dois importer du GNL, et il a souligné que la Hongrie elle n'est pas sur la mer. C'est un pays enclavé. Vous savez, il doit passer par la Grèce, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. Tous ces endroits, chacun d'eux va facturer quelque chose. Et bien sûr, il ne va pas venir par pipeline. Habituellement, cela va venir par train. Sauf que le réseau ferroviaire dans cette partie du monde n'est pas très bon, pour le dire franchement. Donc une grande partie va venir par la route, ce qui est incroyablement coûteux. Oui, cela va coûter beaucoup plus cher à un pays comme la Hongrie. Et même s'ils finissent par se connecter à Turkstream, ce qu'ils feront, je veux dire, c'est ce qui va finalement se passer. Eh bien sûr, Erdogan est déjà positionné comme l'intermédiaire parce qu'il va acheter. Ce ne sera pas une question de frais de transit. Il va être le véritable fournisseur. Il va acheter le gaz aux Russes pour le vendre aux Européens. Et cela introduit également un intermédiaire. Et comme vous l'avez dit absolument correctement, le but de l'Union européenne était justement de ne pas avoir d'intermédiaire. Vous aviez un marché unique pour ne pas avoir vous soucier de déplacer votre énergie. Ce que fait toute cette guerre des sanctions, c'est créer des complexités sur les marchés énergétiques occidentaux, ce qui augmente finalement les prix. D'ailleurs, c'est la même chose dans le transport maritime. Je veux dire, encore une fois, je suis grec, donc je connais beaucoup de gens dans le transport maritime, mais c'est exactement la même chose. Ce qu'ils me disent, c'est ceci. Si vous envoyez votre navire à, disons, Karachi au Pakistan, et que le navire doit recevoir des machines qui pourraient finalement venir de Chine, et que ces machines sont destinées à un client en, disons, France. Mais en même temps, le navire doit également transporter une cargaison de soja. Et ce soja pourrait finalement venir de Russie, mais il pourrait passer par un troisième client, car ce commerce passe parfois par toutes sortes d'intermédiaires. Si, cependant, vous pouviez retracer ces graines de soja jusqu'à la Russie, alors vous pourriez découvrir que vous transportez dans votre navire un produit sanctionné, et vous pourriez vous retrouver sanctionné vous-même ou au moins vous retrouver en difficulté. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez donc mettre de côté les coûts, vous devez vous assurer contre tout cela. Le coût total de l'expédition est ainsi augmenté pour faire face à ce dédale de problèmes qui a maintenant été créé.
dont l'effet net est l'inflation. Oui. Oui, j'ai aussi lu qu'il y a beaucoup de pression maintenant. Ils les appellent des pétroliers fantômes et des marchands d'expédition fantômes. Les navires fantômes, ce que cela signifie essentiellement, c'est qu'ils ne sont pas assurés à Londres. Je veux dire, il fut un temps, encore une fois, quand j'étais enfant, dans les années 60, où pratiquement tous les navires que l'on pouvait nommer étaient assurés sur le marché de l'assurance de Londres. Même les navires soviétiques étaient assurés à cette époque sur le marché de l'assurance de Londres. Maintenant, il y a des marchés d'assurance en Inde, à Jakarta, je crois, en Malaisie, et évidemment en Chine. Et les Russes ont également leur propre marché d'assurance. Mais bien sûr, ils ne sont pas assurés à Londres. Cela signifie donc qu'ils sont des navires fantômes. Ils opèrent avec des équipages de pirates, des hommes avec des chapeaux à bord relevés, et des cache-œils et toutes sortes de choses comme ça. Et nous les appelons des flottes fantômes. Tout ce que cela signifie, c'est qu'ils ne sont pas assurés à Londres. D'accord, donc c'est peut-être ce qu'ils font. S'ils ne sont pas assurés à Londres, alors il y a plus de surveillance et plus d'attention sur ces navires. Absolument, tout le temps. C'est devenu un véritable cauchemar. Cela complique le commerce mondial et augmente les coûts. Rappelez-vous, il y a environ 40 000 sanctions contre la Russie. Beaucoup sur la Chine. Et ils ont commencé à sanctionner l'Inde aussi. Absolument, oui. C'est juste partout. Je veux dire, ça doit être un cauchemar pour les entreprises occidentales, non? Ce n'est pas seulement pour les entreprises orientales. Absolument. Eh bien, pour en parler, un autre bon exemple est cette entreprise néerlandaise qui fabrique des machines de lithographie. Je veux dire, ils avaient un très très bon commerce en Orient. Maintenant, ils ne peuvent plus fournir leurs machines de lithographie au pays qui fabrique le plus grand nombre de puces. En premier lieu, la Chine. Parce que bien sûr, même s'ils fournissent leurs machines de lithographie moins avancées, ils pourraient encore enfreindre les sanctions. Maintenant, c'est le GNL, le gaz. Alors parlons du pétrole. Une chose intéressante à propos du pétrole est la suivante. Je regardais les principales industries exportatrices de 2024. Le numéro 1 est le pétrole raffiné, le numéro 2 est le pétrole brut, le numéro 3 est le gaz de pétrole. Donc vous voyez, les États-Unis sont maintenant un grand exportateur d'énergie. Et si vous regardez le top 10, il y a une catégorie appelée produits chimiques organiques, où je pense que le pétrole joue également un rôle. Et les produits pharmaceutiques, encore une fois, impliquent des produits pétroliers, n'est-ce pas? Donc le pétrole, et bien sûr le gaz, le GNL dont nous venons de parler, mais le pétrole est très très important maintenant pour les États-Unis. Les États-Unis, d'importateurs de pétrole, sont maintenant un exportateur et ils sont parmi les principales industries exportatrices. Ce qui explique probablement tout cela, n'est-ce pas? Parce que où est produit le pétrole? Eh bien, aux États-Unis, clairement, et au Moyen-Orient, en Russie. Et où avons-nous des troubles? Vous savez? Des guerres. Moyen-Orient, Russie. Donc maintenant, bien sûr, les États-Unis n'aiment pas le Venezuela et, vous savez, d'autres pays africains comme vous pouvez le voir. Il y a aussi des révolutions de couleur qui se produisent de temps en temps, mais les grands centres sont le Moyen-Orient et la Russie. Et c'est ce que font les États-Unis. Donc cela sert les intérêts des États-Unis d'avoir des guerres dans ces deux endroits, n'est-ce pas? Absolument vrai. Puis-je simplement faire une autre observation que j'ai déjà faite ailleurs d'ailleurs, à plusieurs endroits? L'un des points de ridicule constants concernant la Russie est qu'elle est un producteur de matières premières, ce qui prouverait d'une certaine manière que c'est une économie arriérée.
Elle ne produit rien. C'est une station-service déguisée en pays. Qu'est-ce que les États-Unis aujourd'hui, avant tout? C'est Spot Total et Braysom. Il est intéressant que personne ne fasse les mêmes remarques à propos des États-Unis. Mais c'est juste un point facétieux, si vous voulez. Abordons votre point fondamental. Vous avez tout à fait raison. Les États-Unis aiment toujours se présenter comme le champion du libre-échange. C'est le champion du libre-échange à condition que ce soit son commerce qui soit échangé librement. Celui des autres doit être entravé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, à quoi servent les sanctions contre la Chine? En fin de compte, ce sont essentiellement des sanctions contre des entreprises qui concurrencent les entreprises américaines, que ce soit dans les biens manufacturés, les véhicules à moteur, les puces, les réseaux sociaux, peu importe. C'est pourquoi on s'en prend à elles. Et à propos du pétrole, bien sûr, exactement. Avec Trump, d'ailleurs, encore une fois, il était absolument direct à ce sujet. La raison pour laquelle il s'opposait à Nord Stream était qu'il voulait que l'Europe achète du GNL américain. Il était assez ouvert à ce sujet. Mais vous avez tout à fait raison. Les États-Unis sont maintenant un grand exportateur de pétrole et ils veulent évincer toute la concurrence. C'est tout ce que c'est. Oui. Et d'ailleurs, les autres principales exportations sont les puces et les voitures, avec la Chine comme principal concurrent. Donc maintenant, nous voyons pourquoi toutes ces tensions géopolitiques existent. Et cela explique peut-être aussi pourquoi il y a des gens à Washington qui veulent s'aligner avec la Russie contre la Chine. Mais fondamentalement, la Russie et les États-Unis ont un conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Correct. Oui. Donc cela complique les choses de Kai. Exactement. Oui. Eh bien, exactement. Je dirais aussi rapidement d'ailleurs que je ne suis pas un expert en la matière, mais des personnes dans l'industrie pétrolière me disent que cette surabondance de pétrole américain ne durera pas très longtemps. L'Amérique consomme toujours. Dès qu'il y a du pétrole, son instinct est de consommer encore plus. Et comme une grande partie de cette production provient des schistes, ce n'est pas durable à long terme. Donc, dans environ 5 à 10 ans, nous allons commencer à voir les exportations de pétrole et de gaz aux États-Unis diminuer. Et si toutes ces sanctions restent en place, et si le gaz continue de circuler de la Russie vers la Chine et peut-être l'Inde aussi, eh bien, nous pourrions voir de gros problèmes énergétiques en Europe parce qu'ils comptent maintenant. Ils mettent tous leurs espoirs dans le GNL américain et il ne sera pas là à l'avenir. Eh bien, où seront-ils? Mais c'est leur problème. Et aux États-Unis, le GNL, je veux dire le gaz issu de la fracturation hydraulique, est très controversé. Cela nuit à l'environnement et a provoqué des tremblements de terre de temps en temps. Je veux dire, c'est ce que ça fait. Sans parler du fait que lorsque le pipeline traverse différentes zones, il y a toujours des manifestations de la part des propriétaires terriens qui sont très en colère. Je veux dire, pas loin de chez moi, nous avons eu un conflit à propos de certains pipelines allant vers la côte. Donc ce n'est pas aussi simple que les gens le pensent. Néanmoins, cela nuit aux intérêts des États-Unis, aux Américains, je veux dire, aux gens ordinaires. Eh bien, c'est le cas. C'est absolument le cas. Je veux dire, ce qu'il fait, c'est encore une fois que les États-Unis se dévorent d'une certaine manière. Afin de produire du pétrole et du gaz à des volumes maximum dans le temps le plus court possible. Au lieu de le conserver, ce qu'ils devraient faire, ils s'engagent dans ce développement imprudent des champs de schiste qui s'épuisent très rapidement. Et bien sûr, ils brûlent leur environnement dans le processus. Encore une fois, même s'ils critiquent la Chine pour être le grand pollueur, ils se détruisent et se perturbent eux-mêmes. Eh bien,
Voici la question. Il me semble que si cela continue à se produire, vous savez, la lutte à ce sujet en ce moment, il semble que chaque jour nous entendons plus de nouvelles sur d'accord, il y a une nouvelle technologie et un nouveau champ pétrolifère découvert, etc. Il y a presque un excès d'énergie. Donc, l'excès d'énergie pourrait être, je veux dire, c'est déjà la racine du conflit maintenant. Au lieu d'une pénurie de pétrole, s'il y a un excès de pétrole qui peut être conflit. It's absolutely correct. It's an oil glut, an energy glut. C'est absolument correct. C'est une surabondance de pétrole, une surabondance d'énergie. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Les surabondances d'énergie créent des rivalités et des conflits. Pour donner un exemple relativement, eh bien ce n'était pas un exemple mineur, mais c'est un exemple. En 1990, la raison pour laquelle Saddam Hussein a envahi le Koweït était qu'il y avait une surabondance de pétrole à l'époque. Il a accusé le Koweït d'en être en partie responsable, mais il voulait prendre le contrôle des champs pétrolifères du Koweït parce qu'il avait besoin de financement pour reconstruire l'Irak, pensait-il, après la guerre Iran-Irak. Donc les surabondances d'énergie créent absolument des conflits. C'est très regrettable, car il y a beaucoup de pays qui ont besoin de différentes sources d'énergie pour se développer, n'est-ce pas? Pour qu'un pays se développe, il a besoin d'énergie. Absolument. Et il devrait y avoir suffisamment d'énergie pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. D'une part, ce n'est pas du tout équilibré, n'est-ce pas? Non, absolument. Il n'y a pas d'approche planifiée pour développer l'énergie ou pour utiliser l'énergie de manière appropriée et systématique. Eh bien, il y en a dans quelques endroits. Les Russes, pour être juste envers eux, ont des plans assez bien pensés pour développer l'énergie dans leur propre pays. Et je sais beaucoup moins à ce sujet, mais je suis sûr que la Chine fait de même. Je pense que la Chine va absolument réfléchir très attentivement à son avenir énergétique. En Occident, nous ne le faisons pas. Certainement en Grande-Bretagne, nous ne l'avons pas fait. Nous supposons que l'on peut simplement laisser cela au marché et que le marché résoudra les problèmes par lui-même. Et compte tenu des longs délais et de l'investissement stratégique nécessaire dans ce domaine, cela ne fonctionne jamais. Oui, la Chine essaye de développer beaucoup d'énergie renouvelable. Absolument. Donc, c'est pour être indépendant. Et la Chine a également découvert des champs pétrolifères, mais elle les a laissés inexploités. Ils les laissent simplement tels quels. Absolument, ils construisent des centrales nucléaires et font toutes sortes de choses de ce genre. Absolument, oui. Et en fait, je pense que l'année dernière, les importations de pétrole de la Chine ont en réalité diminué de 3,1%, juste pour vous donner une idée. Donc, cela pourrait être pour diverses raisons. Mais l'une d'elles est que la Chine se dirige vers l'autosuffisance. Alors, oui, je veux vous poser quelques questions sur le Russiagate. Je reçois toujours des questions de mon public chinois parce que vous l'avez couvert de manière approfondie, n'est-ce pas? Alors, comment le Russiagate a-t-il commencé? How did the Russiagate start? Yeah. This is a very, very good question. Oui, c'est une très très bonne question. Le Russiagate a commencé parce que Hillary Clinton et son équipe, alors que l'élection américaine était encore en cours, ont décidé que Trump était vulnérable en raison de ses liens avec la Russie, car il avait parlé de la nécessité d'un certain rapprochement avec Poutine. Il avait fait cette suggestion. Ils ont donc commencé à répandre des histoires selon lesquelles il avait une sorte de connexion avec Poutine. Et cela a progressivement augmenté à partir de ce moment-là. Maintenant, il y a deux événements distincts qui sont probablement liés l'un à l'autre, mais nous n'avons pas encore trouvé l'histoire complète de la façon dont cela s'est produit. L'un est que l'équipe de campagne Hillary Clinton a contracté, par l'intermédiaire de divers intermédiaires, avec un ancien espion britannique, Christopher Steele, qui a produit un dossier suggérant que Trump travaillait avec les Russes de toutes sortes de manières pour saper Hillary Clinton et voler l'élection.
undermine Hillary Clinton and to steal the election. That dossier, it's now been established, was largely... Ce dossier, il a maintenant été établi, a été en grande partie inventé par diverses personnes et a été assemblé. C'était principalement le résultat de commérages. L'autre aspect de cela est qu'à un moment donné, durant l'hiver 2015, une sorte d'opération semble avoir été lancée à Londres pour essayer de piéger un jeune responsable de la campagne de Trump appelé Papadopoulos. Il n'est pas du tout clair comment cela s'est produit. Mais il a rencontré un homme plutôt étrange appelé Joseph Mifsud, qui était censé être un professeur maltais travaillant dans diverses universités britanniques et européennes et qui dirigeait une sorte d'académie diplomatique à Londres. Who ran some kind of diplomatic academy in London. And this Maltese professor supposedly told Et ce professeur maltais aurait dit à Papadopoulos que les Russes avaient des informations compromettantes sur Hillary Clinton. D'une manière ou d'une autre, Papadopoulos est censé avoir transmis cette information à un diplomate australien. Le diplomate australien conteste maintenant cette histoire. Quoi qu'il en soit, cela a ensuite atteint le FBI. Cela semble très compliqué, mais le FBI l'a pris au sérieux et a lancé une enquête sur la collusion entre Donald Trump et les Russes. Maintenant, ce qui est intéressant dans le cas de Papadopoulos, c'est qu'avec le dossier Christopher Steele, nous avons beaucoup d'informations. Nous connaissons l'histoire. We have a lot of information. We know the story. We know who was involved. We have it all fairly clearly. Nous savons qui était impliqué. Nous avons tout cela assez clairement établi. Du côté de Papadopoulos, nous ne savons vraiment pas. Et nous savons très peu de choses. Et le plus grand mystère de tous, la chose la plus compliquée et inexpliquée, est la personnalité de ce professeur maltais, Joseph Mifsud. Car après le début de Russiagate, après que Papadopoulos lui-même ait été inculpé, Mifsud a disparu. Il s'est tout simplement volatilisé. Personne ne peut le trouver. Certains de ces documents ont été retrouvés dans un hôtel aux îles Canaries, mais il a disparu de la surface de la Terre. Et vous savez, ma femme est une universitaire britannique. You know that my wife is an academic, a British academic. So I've used my contacts through my wife. J'ai utilisé mes contacts par l'intermédiaire de ma femme pour essayer de trouver la bourse académique du professeur Mifsud. La bourse qui lui a permis d'obtenir des postes académiques très prestigieux dans des universités italiennes et britanniques, y compris l'université d'Aberdeen. Ces publications académiques se résument à un article, un document qu'il a écrit sur la politique éducative, qui est si incroyablement mince qu'il pourrait avoir été produit par un robot IA. Je veux dire, c'est absolument rien. Donc, vous avez cet homme qui aurait dirigé une académie diplomatique à Londres. Personne ne semble avoir été enseigné par lui, rencontre Papadopoulos, donne une seule interview au Daily Telegraph, puis disparaît. Maintenant, je suis assez sûr que ce n'est pas une vraie personne, que c'est une identité utilisée par un agent de renseignement d'un pays. Mais je ne suis pas en mesure de dire lequel. La seule chose que je dirais, c'est que le fait qu'il ait pu obtenir des postes académiques avec ce parcours mince dans des universités britanniques et italiennes indique fortement qu'il est un agent d'une agence de renseignement occidentale plutôt que russe. Quoi qu'il en soit, ce sont les deux fils originaux. Mais au milieu de cela est venu le troisième fil, qui était le supposé piratage des ordinateurs du Parti démocrate par une entité mystérieuse que les États-Unis affirment officiellement être le renseignement militaire russe. Et ils auraient, d'une manière inexpliquée, transmis les résultats de ce piratage, qui étaient divers emails de Hillary Clinton et de son entourage, à Wikileaks, qui les a ensuite publiés. Donc Wikileaks a publié du matériel de renseignement russe blanchi. Le problème est le suivant. Il n'a jamais été établi de manière concluante que les ordinateurs du Parti démocrate ont été piratés. Il semble que la société CrowdStrike, qui a mené l'enquête pour le compte du Parti démocrate sur ces ordinateurs, n'a jamais terminé son enquête
et a elle-même des liens avec le Parti démocrate. Et il semble que le FBI n'a jamais mené d'enquête distincte pour déterminer s'il y avait eu un piratage informatique. Donc, cela commence à sembler que toute cette histoire est également fragile, et il se peut qu'il n'y ait pas eu de piratage russe. Et Wikileaks a toujours insisté sur le fait qu'ils n'ont jamais reçu les emails de cette manière, mais qu'ils ont été fournis à Wikileaks par une source interne à la campagne d'Hillary Clinton. Donc, si vous voulez, ce sont les trois filles conducteurs, l'affaire Papadopoulos, l'affaire Christopher Steele et les emails piratés. Aucun d'eux n'a vraiment abouti à grand-chose. Si vous voulez que je vous dise comment trouver la véritable réponse au Russiagate, trouver le professeur Mifsud ou découvrir qui était réellement cette personne, c'est la solution à l'énigme. Vous remarquerez d'ailleurs que personne ne mentionne jamais cette personne. On n'en parle jamais. C'est, vous savez, la seule partie de l'histoire du Russiagate qui a été complètement effacée. Même si vous regardez les enquêtes réelles, il y avait quelqu'un qui utilisait ce nom et il a bien rencontré Papadopoulos. Et j'ai oublié de dire que le FBI l'aurait rencontré. Mais comme je le dis, il a disparu de la surface de la Terre. Mais Christopher Steele, il a été payé par la campagne de Clinton. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et c'était aussi beaucoup d'argent d'ailleurs. Oui. 1 million ou quelque chose comme ça, je pense. Oui. D'accord. Et puis Robert Mueller, du FBI, a mené une enquête fédérale. Et leur conclusion était qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper Donald Trump pour cela ou autre chose, n'est-ce pas? Donc il n'y a rien, ils n'ont rien trouvé. Les personnes qu'ils ont inculpées l'ont été pour d'autres problèmes, n'est-ce pas? Non liés à cela, d'accord. Mais il y a encore beaucoup de gens qui y croient aujourd'hui. Ils croient encore au Russiagate aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh oui, absolument. Je veux dire, j'ai rencontré des gens comme ça qui sont encore convaincus que tout est vrai. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de déclaration officielle de la part des agences d'enquête disant non seulement qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour intenter une action, mais que tout cela était un tissu de mensonges. Je veux dire, personne n'est jamais venu dire cela à part Trump lui-même et les personnes autour de lui. Tu penses que Trump, une fois en fonction, va rétablir la vérité? Il essaiera, je suppose. Eh bien, pendant sa première présidence, son procureur général, un homme appelé Bill Barr, a nommé un enquêteur appelé John Durham pour enquêter sur le Russiagate. Et Durham a produit un rapport, mais c'était un pétard mouillé absolu. Je veux dire, ça ne nous a rien appris. Je veux dire, ça disait juste, vous savez, rien de tout cela n'était vraiment vrai, mais tout le monde a agi de bonne foi et personne ne devrait être puni pour cela. Donc je veux dire, cela n'a vraiment mené nulle part. Une enquête appropriée et agressive, convoquant toutes les personnes du FBI, de la CIA et tous les autres qui étaient vraiment partie prenante à cette affaire, n'a jamais eu lieu. Eh bien, Bill Barr a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas. Je veux dire, j'ai lu quelque chose. Ce type a même un lien avec Epstein, semble-t-il. Je veux dire, ou peut-être que son père avait... N'était-ce pas son père qui avait embauché Epstein à un moment donné ou quelque chose comme ça? Quoi qu'il en soit, tout cela, je suppose, est de mettre Trump dans une très mauvaise posture, que sa victoire n'est pas vraiment légitime, n'est-ce pas? Et en même temps, salir la Russie pour que la Russie ait mauvaise réputation. Donc la Russie interfère avec les États-Unis. La Russie n'a-t-elle pas aussi été sanctionnée à cause de cela? Parce que la Russie interfère avec la politique américaine, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, c'est ce qui a vraiment déclenché la guerre des sanctions. Dans les dernières semaines de l'administration Obama,
Obama a expulsé des dizaines de diplomates russes des États-Unis et a saisi des propriétés diplomatiques russes aux États-Unis, ce qui est, soit dit en passant, contraire au droit international. Les Russes évoquent toujours cela. Toute une série de sanctions ont ensuite été imposées aux Russes sur cette base, mais n'ont jamais été révélées. Which have never been reversed. Okay. Well, then I have a question about the D'accord. UK. So, Eh bien, j'ai une question sur le Royaume-Uni. Elon Musk a ouvertement soutenu le Parti de la Réforme et a même parlé de faire un énorme don ou quelque chose du genre. Tout d'abord, quelqu'un au Royaume-Uni peut-il recevoir de l'argent de quelqu'un qui n'est pas citoyen britannique? Oui. Y a-t-il des répercussions sur le fait qu'Elon Musk soutienne le Parti de la Réforme? N'est-ce pas une ingérence évidente? Well, it is a clear interference, of course. Eh bien, c'est une ingérence évidente. Bien sûr, le gouvernement britannique n'est peut-être pas en meilleure position pour se plaindre de cela, car il s'ingère tout le temps partout. Je veux dire, ils viennent, ils parlent à la Chine de Hong Kong et de la région du Xinjiang et de toutes sortes d'autres choses comme ça. Donc, je veux dire, vous savez, ils ne sont peut-être pas dans la position la plus forte pour s'en plaindre, mais ils s'en plaignent. Maintenant, cela semble incroyable, mais il n'y a pas de restriction légale en Grande-Bretagne sur les partis politiques recevant des dons en ligne de donateurs étrangers. Cela a été discuté de nombreuses fois, mais cela a toujours été résisté. Le Parti conservateur a été particulièrement résistant à cela, car il a reçu certains des plus gros dons de donateurs étrangers, notamment d'ailleurs certains hommes d'affaires basés à Hong Kong, juste pour dire. Who were based in Hong Kong. Just saying. Mais cette information est accessible au public, n'est-ce pas? Oh, absolument. Absolutely. Absolutely. Absolument. C'est disponible, mais c'est pas très médiatisé. Okay. Yeah, that's interesting. And also, I mean, Oui, c'est intéressant. Et aussi, je veux dire, Musk, c'est un peu intéressant. Il est aussi très critique envers Scholz, le chancelier allemand, au point que Scholz a fait un discours du Nouvel An à l'Allemagne. Et voici ce qu'il a dit. Il parle de l'élection de l'année prochaine. Le sort de la nation ne sera pas décidé par le propriétaire des réseaux sociaux. Donc il doit être assez en colère à propos de tout cela, non? Pourquoi est-il si vocal, s'ingérant dans un pays après l'autre, qu'il ait raison ou tort? Je veux dire, la critique de Scholz, probablement je serais d'accord, mais néanmoins, il est une personne très influente, et sans oublier qu'il travaille en fait pour Dodge, qui est nommé par, vous savez, Donald Trump. Donc il est influent et profondément interconnecté avec le gouvernement américain, mais ce qu'il fait et dit fait une grande différence, non? A un impact énorme. make a big difference, right? Make a huge impact. Isn't that Absolutely. It's Absolument. C'est un énorme problème en ce qui me concerne. Il fait cela simplement parce qu'il est un homme d'affaires. Et il veut que des dirigeants politiques soient élus qui lui soient plus favorables. C'est aussi simple que cela, et en faveur du type de politique économique auquel il croit, qui rendront les investissements de ces entreprises dans ces pays plus lucratifs. Donc, vous savez, plus d'usines Tesla, plus de gens achetant des voitures Tesla, tout ce genre de choses. Donc, c'est ce que, en ce qui me concerne, Elon Musk représente. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus compliqué que cela. I think it's anything more complicated than that. Yes, he does have certain libertarian views and all of Oui, il a certaines vues libertariennes et tout cela, mais il ne veut aucune restriction sur Twitter X, même si tout cela est probablement susceptible de provoquer des restrictions sur Twitter X. Mais vous remarquez qu'il parle tout le temps de la liberté d'expression, et il a un passé d'avocat de la liberté d'expression. Mais il a maintenant un intérêt commercial particulier, car comme je l'ai dit, il est maintenant le propriétaire de Twitter X. Donc vous savez, c'est ce qu'il fait. Il cherche à protéger, améliorer et développer ses investissements. C'est de cela qu'il s'agit en fin de compte. Personne ne semble s'en soucier. Je veux dire, quand la Russie, oh mon Dieu, vous savez, nous avons la Russie centrale qui interfère dans la politique américaine.
Mais ici, vous avez une figure assez éminente des États-Unis qui interfère avec d'autres pays les uns après les autres. Et n'oubliez pas, ce sont des alliés des États-Unis, n'est-ce pas? Vous êtes censé être plus respectueux, mais ils ne le sont pas. Eh bien, je ne dirais pas que cela ne dérange personne. Je veux dire, il y a eu pas mal de réactions en Grande-Bretagne et encore plus en Allemagne. Mais bien sûr, ce que vous dites est vrai. Le fait qu'il soit américain, le fait qu'il soit un ami du président des États-Unis et qu'il ait un rôle dans le gouvernement américain les rend beaucoup plus prudents quant à ce qu'ils disent et font. Alors que, si quelqu'un rencontre une personne ayant un lien avec la Chine et portant un nom chinois, c'est la preuve que les Chinois interfèrent dans nos élections. Et si ce sont les Russes, eh bien, c'est encore pire. Avec les Russes, on peut même l'inventer, et cela reste crédible. La Roumanie est un bon exemple. Aucune preuve n'a été fournie que les Russes ont joué un rôle quelconque dans l'élection roumaine. Les gens le disent quand même. Mais parce que c'est américain, parce que Elon Musk est américain, les gens sont beaucoup plus prudents. Oui, ce que je voulais dire, c'est les médias américains. Il n'y a aucune critique de lui. Oh non, non, non. Non, c'est vrai. Les Américains considèrent absolument comme acquis qu'ils ont un droit divin d'interférer dans les affaires de tout le monde, partout et à tout moment. Si quelqu'un, bien sûr, interfère dans leurs affaires, eh bien, c'est une autre affaire. Mais s'il s'agit d'eux, eh bien sûr, ils ont le droit d'interférer. Gardez à l'esprit, je veux dire, Musk s'immisce au Brésil, il s'immisce au Mexique. Donc vous savez, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ne sont que quelques exemples. Maintenant, en parlant de Musk, il semble qu'il y ait une grande querelle qui éclate parmi les partisans de Trump. Vous avez probablement remarqué cela à propos de cette question de visa H-1B. La droite MAGA, comme Steve Bannon que je viens de voir, était très passionnée contre cela et a nommé Elon Musk en particulier et Vivek Ramaswamy. Et puis la droite technologique, si je peux les appeler ainsi. D'accord. Donc tout d'abord, H-1B. Y a-t-il quelque chose de similaire en Grande-Bretagne aussi? C'est un visa de travail, n'est-ce pas? Accordé aux personnes lorsque vous ne pouvez pas trouver des compétences similaires dans le pays. C'est exactement la même chose. En fait, c'est copié, parce que je le comprends. Je veux dire, les Britanniques ont copié ce que font les Américains. Et le problème avec le H-1B, c'est que je veux dire, j'ai des sentiments très partagés à ce sujet. Je connais beaucoup de gens, vous savez, des étudiants chinois et indiens qui finissent par obtenir des visas H-1B et ils font, vous savez, du bon travail, je suppose. Mais voilà le problème. Vous savez, il fut un temps où les emplois dans la tech étaient abondants. Donc, c'était pas un problème pour les Américains bien éduqués de trouver un emploi. Mais ces dernières années, je remarque que les emplois, en particulier, je trouve récemment, en fait, les emplois ne sont pas si faciles à trouver pour un diplômé. Donc ça pourrait être un problème, potentiellement un gros problème, une question contentieuse parmi les partisans de Trump. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Absolument. Je veux dire, c'est la contradiction fondamentale au sein de la coalition de Trump qui commence déjà à apparaître. Car d'une part, il a son noyau dur, qui est le mouvement MAGA, qui a ses propres intérêts ou prétend avoir des racines ouvrières. Peut-être ne devriez-vous pas prendre cela trop au sérieux, mais dans leur propre image et conception d'eux-mêmes, ils l'ont, ce qui est très axé sur l'Amérique d'abord. Et puis bien sûr, en opposition à cela, vous avez les oligarques des grandes technologies et des réseaux sociaux qui ont leurs propres intérêts complètement différents. Comme je l'ai dit à propos de Musk, rappelez-vous avant tout qu'il est un homme d'affaires, et ce qu'il veut, c'est ce qui est le mieux pour lui et pour ses entreprises. Donc,
Il veut que des immigrants qualifiés viennent travailler dans ses usines et dans ses laboratoires. Eh bien, il ne veut pas que des choses insignifiantes comme les restrictions de visa se mettent en travers de son chemin. Il a donc une perspective complètement différente de celle de la base électorale de Trump. Et cette tension va croître. Il sera intéressant de voir de quel côté Trump finira par se positionner. Pour le moment, il n'a pas à prendre cette décision car il n'est pas encore président. Et pendant un certain temps, après être devenu président, il essaiera de réconcilier les deux. Mais finalement, je soupçonne qu'il devra prendre une décision et celle-ci sera très conséquente. Oui, concernant le H-1B, je veux dire, Steve Bannon, avec qui je ne suis pas souvent d'accord, mais il a un bon point. Il dit, eh bien, si vous prétendez, je vous mets au défi, Elon Musk, si vous prétendez que tous les ingénieurs que vous avez embauchés de l'étranger en utilisant le H-1B sont bien meilleurs que les Américains, pourquoi ne nous dites-vous pas qui vous avez embauché? Montrez-nous quelques personnes en H-1B et ensuite dites-moi que vous pouvez trouver une personne aussi qualifiée aux États-Unis. Je pense que c'est un bon point. Eh bien, c'est un excellent point. Et l'autre chose qui est également un excellent point est pourquoi n'utilise-t-il pas une partie de ces centaines de milliards dont il dispose en abondance pour réellement améliorer la qualité de l'ingénierie américaine? Je veux dire, c'est ce que fait la Chine. Il suffit de dire, formez-vous quelques bons ingénieurs et offrez-leur de bons emplois. Oui, ce serait vraiment la chose patriotique à faire à long terme. Madame, oui, tu as raison. Tout tourne autour de ses intérêts commerciaux et aussi du contrôle. Je veux dire, soyons honnêtes, car ton statut de visa et éventuellement ta demande de carte verte sont contrôlés par ton employeur. Donc il y a tellement plus. Tu ne peux pas, par exemple, faire grève, tu ne peux pas protester, tu ne peux pas vraiment exiger un salaire plus élevé. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire que les travailleurs américains peuvent faire. Donc c'est tellement évident, je pense. Absolument. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je veux dire, il faudrait probablement payer les Américains plus. Et bien sûr, ils viennent avec toutes sortes de droits sociaux que les travailleurs importés n'ont pas. Cela s'applique autant au sommet qu'à la base. Et je veux dire, Steve Bannon est absolument cohérent ici. Oui, oui, c'est comme les emplois de bas niveau, n'est-ce pas, qui ont été pris par des immigrants illégaux. Et ce sont les emplois de niveau intermédiaire, vous savez, bien rémunérés, qui sont maintenant pris par des immigrants légaux. Oui, absolument. Parlons de la Chine et des États-Unis. La Chine a récemment fait quelque chose, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit, parmi les 10 principaux pays exportateurs. Donc, bien sûr, la Russie en a pris beaucoup, vous savez, en concurrence avec les États-Unis, et puis il y a la Chine avec les voitures et les puces. Voilà où en est la Chine. Mais la Chine a interdit les exportations de minéraux rares, comme le gallium et le germanium, vers les États-Unis. Et cela semble nuire aux États-Unis, même si vous ne voyez pas beaucoup de rapports à ce sujet. Mais cela semble affecter même l'industrie technologique et l'industrie militaire des États-Unis. L'autre chose est que récemment, je pense que c'était la semaine dernière, la Chine a également ciblé 28 entreprises de défense américaines pour des sanctions. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que cela concerne entièrement les affaires militaires, en réalité. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tentative commerciale d'entraver ou d'affecter les industries nationales américaines, car le type de terres rares dont nous parlons n'est pas vraiment applicable aux industries américaines. Eh bien, je veux dire, dans une certaine mesure, je comprends que les terres rares sont utilisées dans certains téléphones et ce genre de choses. Mais je pense que,
Avant tout, le gouvernement chinois regarde cette rhétorique extrêmement belliqueuse que nous voyons de l'administration. Nous avons discuté dans un programme récent de l'étude du Pentagone sur une guerre avec la Chine en 2027 et comment l'étude disait que les États-Unis devraient essayer d'éviter une telle guerre, même s'ils s'y préparent, et l'administration a fait allusion au point d'éviter la guerre. Donc, quand vous traitez avec un pays comme celui-là, vous allez évidemment restreindre les exportations de matériaux stratégiques qui vont permettre à l'autre camp de renforcer sa machine de guerre. Mieux vaut vous attaquer. Je veux dire, cela a complètement du sens. Cela me semble évident. Au fait, pensez-vous que cette histoire de l'Ukraine arrêtant le gaz russe, pensez-vous que c'est Biden ou Trump qui leur a demandé de le faire? Certainement, Biden l'a fait. Je veux dire, je ne pense pas que Trump ait exprimé des opinions à ce sujet. Et pour le moment, je pense qu'à ce stade particulier, la priorité de Trump sera d'essayer de réduire les coûts de l'énergie pour atténuer l'inflation. Et cette action a un effet inflationniste. Pour cette raison, je ne pense pas qu'il le veuille. Eh bien, dans ce cas, je veux dire, toute cette histoire d'arrêter le gaz vers l'Europe, je pense que le pays qui en souffre le plus est probablement l'Ukraine, n'est-ce pas? Absolument. L'Ukraine paye prélevé pour cela. Cela va coûter un prix énorme, car il ne va pas recevoir les frais de transit. Le gaz qui était transféré à travers les pipelines vers l'Europe était également utilisé par l'Ukraine elle-même. Les Européens le payaient, mais ils avaient pris des dispositions permettant aux Ukrainiens de garder une partie de ce gaz pour leur propre usage. Et cela va maintenant prendre fin. Et je pense aussi que cela nuit à l'Union européenne dans son ensemble, car l'Union est censée aider tous les pays. Mais il semble qu'en ce moment, chaque pays a trouvé ses propres moyens, soit pour obtenir de l'argent, soit pour obtenir de l'énergie. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de coordination, et cela nuit à l'ensemble du projet européen, je pense. C'est une décision incompréhensible. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé, car la Commission européenne ne pourrait jamais amener les pays européens membres de l'UE à accepter d'arrêter les importations de gaz russe par pipeline. Il n'y a aucun moyen que la Slovaquie ou la Hongrie auraient jamais accepté cela. Alors, comment l'arrêtent-ils? Ils demandent à l'Ukraine de le faire pour eux. Ils sont upset. Oui, rapaftationen russe, et ils sont prêts à discuter. That they're prepared to go to those kind of lengths. Je ne comprends toujours pas. Si vous êtes profondément impliqué et croyez au projet de l'Union européenne, comment pouvez-vous permettre que quelque chose comme ça se produise? Exactement. Comment pouvez-vous nuire aux membres de cette manière? Vous devriez fournir et produire de bons résultats pour que tous les membres se sentent bien d'appartenir à l'Union européenne. En ce moment, ils se font, je ne sais pas, avoir. Je veux dire, Sophia, tu parles encore comme une Chinoise, si tu me permets de le dire. Tu penses à cela de la manière dont les Chinois ont tendance à le faire. Ils disent, eh bien, tu sais, ce que tu devrais essayer de faire, c'est maximiser le bien-être de ton peuple. Améliorer ta vie. Les Européens ne pensent pas comme ça. Je veux dire, certains le font. Je pense comme ça. Tu trouveras toutes sortes de personnes qui pensent comme ça. Tu demandes à la plupart des gens dans la rue, ils pensent comme ça. Mais comme je l'ai discuté dans tant d'endroits et tant de programmes que nous avons fait ensemble avec les Européens, cela revient toujours à une question de pouvoir. C'est un conflit de pouvoir avec la Russie. Donc si tu es dans cette grande bataille géopolitique avec les Russes,
geopolitical battle with the Russians. What you're trying to do is to Ce que vous essayez de faire, c'est d'affaiblir les sources de financement de la Russie et de mettre les Russes dans une position désavantageuse et de discipliner votre propre bloc en empêchant la Hongrie et la Slovaquie de commercer avec l'ennemi et de faire toutes ces choses. Donc, vous arrêtez le gaz. Et si les gens en Europe en payent le prix, eh bien, tant pis. C'est une façon de penser très typiquement européenne. Je veux dire, vous l'avez vu de nombreuses fois dans l'histoire. Je vais donner un exemple. Vous savez, au XVIe siècle, le roi d'Espagne a expulsé tous les Juifs d'Espagne, malgré le fait que cela a causé d'énormes dommages à son économie. Mais il l'a fait parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir compter sur ces personnes pour être digne de confiance. Il voulait mener des guerres contre les Ottomans et craignait qu'ils ne soient pas complètement prêts pour cela. Il avait également besoin d'exproprier leurs fonds pour toutes sortes de choses. Alors, il est allé de l'avant et l'a fait. Et c'est ce que font les Européens. Les Chinois ne font pas ça. Je trouve qu'ils ont vraiment du mal à comprendre pourquoi les Européens se font cela à eux-mêmes, pourquoi ils s'infligent un préjudice économique. Souvenez-vous toujours, les rivalités entre grandes puissances, les rivalités interpuissances, les questions de pouvoir expliquent toujours cela. Oui, le contrôle, oui. Les États-Unis, c'est pareil. L'obsession du contrôle, oui. Juste le pétrole. Avant, d'accord, les États-Unis étaient un grand importateur de pétrole. Donc pour les États-Unis, c'était important de contrôler l'approvisionnement en pétrole. D'accord? Parce que ça leur faisait du tort s'ils n'avaient pas pétrole. Je comprends ça. Mais maintenant, les États-Unis ont beaucoup de pétrole. Les États-Unis continuent d'avoir besoin de contrôle parce qu'ils veulent maintenant vendre leur propre pétrole. Donc le pétrole des autres doit aussi être sous contrôle américain. C'est toujours une question de contrôle. Quoi qu'il arrive, les États-Unis doivent contrôler, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Parce que comme je l'ai dit, le contrôle est le pouvoir, et le pouvoir vous place dans une position plus forte face à vos rivaux. Même des personnes éclairées, sophistiquées et bonnes, des personnes décentes comme John Mearsheimer, ont du mal à s'en libérer. Alors vous savez, ne vous attendez pas à ce qu'Ursula von der Leyen le fasse. Je veux dire, vous savez, c'est juste comme ça. Je pense honnêtement que l'obsession des gens pour ce contrôle, ce genre de contrôle, est une façon de montrer, pour moi, que c'est de l'insécurité, que vous n'êtes pas à l'aise si vous ne contrôlez pas cela. D'une certaine manière, cela vous fera du mal. Je veux dire, sinon, pourquoi êtes-vous si obsédé par le pouvoir, vous savez, par le contrôle? Eh bien, absolument. Absolument. Puis juste dire en passant, parce que je parle beaucoup des Russes. Les Russes ne sont pas, je veux dire, ils sont encore européens à bien des égards. Je veux dire, dans les années 1950 et au début des années 60, quand la Chine semblait devenir forte et commençait à rivaliser avec l'Union soviétique en tant que leader du monde socialiste, qu'ont fait les Soviétiques? Ils ont imposé des sanctions contre la Chine. Ils l'ont regretté depuis. Ils ont compris à quel point c'était une erreur catastrophique. Mais, vous savez, encore une fois, vous regardez la Chine, vous voyez une puissance montante, et vous vous dites, eh bien, vous devez vous assurer qu'elle reste le petit frère, pour que nous puissions être le grand frère. Oui, en parlant de contrôle. Donc, en Corée du Sud, il y a maintenant un mandat d'arrêt pour leur président, mais sa propre garde présidentielle empêche l'arrestation. Il y a donc une impasse, du moins jusqu'à ce que nous commencions à parler, il y a une impasse là-bas. Encore une fois, il ne veut pas renoncer à son pouvoir. Que va-t-il se passer là-bas? Cela semble très chaotique maintenant.
Ça devient très chaotique et cela devient de plus en plus dangereux. Je me demande combien de temps ce processus peut continuer de cette manière sans que nous atteignions un point de rupture. Je ne serais pas surpris si, à un moment donné dans les prochaines semaines, nous assistions à une nouvelle tentative du président ou de l'un de ses présidents par intérim de déclarer à nouveau la loi martiale. En d'autres termes, nous pourrions avoir une autre tentative de coup d'État, parce que nous nous dirigeons vers une politique de radicalisation croissante et de mépris flagrant par le président et ses partisans de la loi et du système juridique. Oui, en fin de compte, je pense que dans une situation comme celle-ci, il s'agit du contrôle de l'armée. Mais s'il y a une division au sein de l'armée, n'y a-t-il pas un risque, n'y a-t-il pas un danger de guerre civile alors? Oui, il y en a absolument. Mais je pense que j'ai discuté dans notre programme précédent que nous avons en Grèce, remontant jusqu'à l'Antiquité, ce concept de stasis. C'est un mot très important dans la théorie politique grecque, concernant le moment où la situation devient si conflictuelle qu'il n'y a plus de mécanisme pour résoudre la crise interne et tout est bloqué. C'est là que se dirige la Corée du Sud. Les anciens Grecs considéraient cela comme la situation la plus dangereuse dans laquelle un État pouvait se trouver. Et si vous regardez les autres pays, même s'il est grand temps pour lui de partir, il refuse de partir. Nous avons parlé de la présidente géorgienne Salomé qui a refusé de démissionner et quand Biden s'est retiré de la course, il aurait dû démissionner aussi, n'est-ce pas? Vous en parlez aussi. Donc, il y a beaucoup de dirigeants qui, quand il est temps de partir, refusent de le faire. C'est exact. C'est exactement correct. Même lorsqu'ils exigent que d'autres se retirent et partent, eux-mêmes refusent de partir. Et ensuite, ils abusent de leur pouvoir, de leurs prérogatives, pour causer toutes sortes de terribles dommages. Et c'est, encore une fois, ce que nous voyons. Oui, et d'ailleurs, Biden a récemment dit qu'il regrettait d'avoir abandonné la course. Il pensait qu'il aurait pu. Je pense en fait qu'il ferait probablement mieux que Kamala Harris. Je ne pense pas qu'il aurait gagné, mais il ferait mieux que Harris. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est tout à fait vrai, car bien sûr, Kamala Harris a été placée dans une position impossible. Elle n'était pas une candidate populaire, comme nous l'avons discuté, et elle n'était pas non plus une bonne campagneuse. Donc, je veux dire, savoir si Biden aurait fait mieux ou pire est une autre question. Mais je pense toujours qu'il aurait perdu. Oui. J'ai en fait rencontré des gens juste dans mon propre cercle intime. Ils ont dit qu'il y en avait au moins 2 qui ne peuvent absolument pas voter pour Harris. Ils ont dit que Biden peut-être, je veux dire, ils ne disent pas qu'ils auraient voté pour Biden, mais il y aurait un débat entre Biden et Trump. Mais avec Harris, c'est comme non, je vais pas voter pour elle, quelle que soit la raison. Et ces 2-là, d'ailleurs, sont toutes les 2 des femmes issues de minorités, juste pour dire. Donc, cette carte ne fonctionne pas. Exactement, oui. Le Parti démocrate, je ne sais pas pourquoi ils sont si ignorants de leurs propres électeurs. Ils pensent juste que si nous sommes des femmes issues de minorités, alors s'ils présentent une candidate issue d'une minorité, nous voterions automatiquement pour elle. Je pense que c'est juste nous prendre pour des idiots ou quelque chose comme ça. Cela montre un mépris incroyable pour vos propres électeurs. Je veux dire, cela me dit que vous pensez qu'ils sont simplement stupides et qu'ils voteront pour vous, à condition que vous fassiez quelques gestes et leur présentiez un candidat qui coche juste quelques cases. Mais c'est ce que le Parti démocrate est devenu.
Il y a quelques mois, j'ai trouvé sur YouTube un vieux film de JFK s'adressant à une foule au Madison Square Garden en, je pense, 1962 ou 1963. Et le contraste avec les politiciens du Parti démocrate d'aujourd'hui ne pourrait pas être plus grand. Politician just could not be greater. Mais en fait, je soupçonne que dans 2 ans, lorsque les élections de mi-mandat auront lieu, ils récupéreront encore quelques sièges. C'est ainsi que fonctionne la politique aux États-Unis. Malheureusement, il n'y a que 2 partis, n'est-ce pas? Ils obtiendront cela. Ils récupéreront probablement la Chambre des représentants au minimum, je suppose. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'ils vont voter pour un nouveau président. Ce qui pourrait être intéressant à suivre, car je ne réalisais pas que Johnson a besoin de 218 voix. Et en ce moment, les républicains ont 220 ou 219. Donc il ne peut pas perdre beaucoup de voix. Et Thomas Massie a déjà dit qu'il ne votera pas, sous aucune circonstance, pour Johnson. Correct. Et le problème est, apparemment, selon la Constitution, qu'à moins qu'il n'y ait un président effectif, la Chambre ne peut pas mener d'affaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas certifier les votes du collège électoral, ce qui signifie que toute l'élection pourrait être retardée. Je dis juste, ça va être très intéressant de regarder et de voir ce qui se passe. Ouais. Je veux dire, dites ce que vous voulez sur les États-Unis, mais ce n'est jamais ennuyeux, n'est-ce pas? Il y a toujours un drame en cours. Dernière chose, juste pour vous divertir. J'ai trouvé ça, le chasseur furtif de 6e génération chinois. Donc MSNBC a une présentatrice qui parlait de ça. Je n'ai jamais eu son nom, mais elle interviewait quelqu'un et elle a dit « Oh, les Chinois, ils exhibent ce furtif. » Mais je ne vois pas la partie furtive parce qu'il est visible en plein jour, pour tous les spectateurs. Ces avions, y compris un avec une capacité furtive rapportée, n'étaient pas vraiment très furtifs. Ils étaient en plein jour, clairement visibles pour les spectateurs. C'est l'un des commentaires les plus drôles que j'ai jamais entendus. C'est absolument hilarant. Quand vous voyez que l'Amérique a de vastes flottes d'avions furtifs, le problème est que vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils ont découvert l'invisibilité, vous savez, la technologie romulienne, les boucliers qui rendent les choses invisibles. Les Américains ont évidemment perfectionné cela. Je veux dire, c'est absolument hilarant. C'est tellement drôle. C'est tous les Chinois et comme toi juste pour que vous sachiez. Je suis sans voix. Je suis absolument sans voix. Et je disais à mon mari, j'ai dit, eh bien, le visa H-1B, si c'est le mieux que MSNBC puisse embaucher, ils ont vraiment besoin du H-1B pour embaucher un étranger qui pourrait probablement faire un meilleur travail que ça. Eh bien, tout à fait, absolument. Je dois le mentionner à Catherine. C'est tellement drôle. C'est absolument hilarant. C'est tellement drôle. Et personne n'en parlait, comme l'a corrigé, ou un commentateur disant que c'est faux. Vous savez, c'est MSNBC, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce grand média influent grand public, beaucoup de gens regardent ça. Mais personne ne dit même que c'est tellement embarrassant. Non, c'est juste ce qui se passe avec votre présentateur. C'est ce qu'ils font, ce qu'ils disent. D'accord. Oh mon Dieu, je ne veux tout simplement pas en entendre plus. Je n'ai vraiment aucun commentaire à faire à ce sujet. Je veux dire parfois, vous savez, il y a cette expression, c'est au-delà de la parodie. Oui. Vous ne pouvez pas inventer ça, vous ne pouvez vraiment pas inventer celui-ci. Oui, exactement. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, vous savez, nous assistons à la chute du courant dominant. Si c'est la qualité, il continue de faire ce genre de choses. Cela va simplement se produire tôt ou tard, je pense.
sooner than later, I think. Tu as tout à fait raison. Oui, Tu as tout à fait raison. d'accord. Wow. Yeah, wow. I was Oui. when I was watching it, Wow. Quand je regardais ça, j'étais aussi comme wow. D'accord. Très bien, c'est tout. Parlons mercredi prochain, il y a toujours beaucoup à discuter. Merci beaucoup. There's always a lot to talk. Thank you so much. Yeah. Oui, absolument. Merci, Sophia. Yeah.